Eh bien, nous voici en direct ici, les amis, au lycée international Montebello de Lille. Est-ce qu'ils sont là, les étudiants? Ouais. Incroyable, on n'a rien entendu. Est-ce qu'ils sont là, les étudiants? Ouais. Ah, là, c'est mieux. Grande première pour vous le suivre, on est en direct du coup du lycée international Montebello à Lille. Et il y a du monde, ça fait plaisir. On est plus nombreux que d'habitude, évidemment. Alors en régie, il y a aussi du monde. Sur le plateau, je suis pas tout seul, vous en doutez. Je vais quand même me présenter à vous, comme d'habitude, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mathurin et c'est mon vrai prénom. Voilà, merci pour les rires, il y en a qui font plus mal que d'autres. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, tout ne peut que bien se passer, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on va parler sujet international, sujet que je maîtrise parfaitement car je suis déjà allé 2 fois en Belgique. Et c'est le maximum que j'ai fait, j'ai pas fait plus. Donc on est pas mal. Évidemment, je suis pas tout seul pour parler de ce sujet. Non, j'ai des vrais professionnels avec moi. On va d'ailleurs faire un petit tour de table. On va commencer honneur aux dames, bien sûr. Je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, Aris, puis nous dire ce que tu fais. Donc, Arilis Erdiles, merci beaucoup pour l'invitation. Chargée de communication pour les relations internationales de l'Université de Lille. Ça en jette, hein. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, à ta droite, il y a David Casado. Bonjour, David. Oui, bonjour. Alors moi, je suis David Casado. Je suis professeur ici au lycée international de Lille et j'ai piloté un petit peu l'accréditation Erasmus du lycée qui permet à un bon nombre d'étudiants, d'élèves ainsi qu'aux collègues de mener des projets à l'international, des échanges, des séjours de longue durée et énormément d'activités à l'international. Excellent. Bah, ça s'applaudit aussi, ça. Du coup, si t'es professeur ici, David, il y a des élèves à toi qui sont là? Il y a toute une classe de terminale et puis il y en a d'autres sans doute que j'ai eu, que je salue. Hein. Excellent. Eh ben, ils sont avec nous. Et on termine avec toi. Du coup, mon cher Thomas. Thomas Ecli, dis-nous ce que tu fais. Salut. Alors Thomas, je suis le responsable des relations internationales de la faculté des sciences et technologies à l'Université de Lille. Donc service qui permet en fait à nos étudiants de partir un semestre, une année en mobilité et on reçoit aussi des étudiants internationaux. Ok, donc c'est grâce à Thomas si vous partez, donc applaudissez-le bien fort, s'il vous plaît. Alors les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des extraits vidéo, des témoignages en fait d'ambassadeurs et d'ambassadrices du coup pour l'international, et puis on va réagir ensemble tous les trois sur ces extraits. On lance le premier, si on est ok en régie, c'est parti pour le premier extrait vidéo. Bonjour, bienvenue au lycée Montebello. Donc, je me présente, Florence Delannoy, proviseur, et puis je vais avoir un grand plaisir à vous faire une visite de ce lycée historique à Lille, en tout cas logé dans des bâtiments historiques. Donc voilà, vous arrivez donc devant la façade principale du lycée. À l'origine, on rentrait par l'autre côté, puisqu'à l'époque, tous ces bâtiments, c'était l'ancien hôpital de la Charité, qui a été bâti au XIXe siècle, avec de nouvelles normes de lumière, de grands espaces, de grandes fenêtres pour pouvoir aérer les chambres des malades. Donc on a un espace qui est très agréable sur 3 hectares de verdure. Donc vous voyez derrière vous, vous avez un morceau du parc et puis nous avons pas mal également d'espaces verts à l'intérieur du lycée. Alors voilà, vous êtes dans le hall d'entrée du lycée. Alors nous avons accroché les drapeaux de toutes les langues que nous enseignons au lycée international. On a une offre pédagogique extrêmement importante. Donc notamment le lycée est réputé pour ses sections internationales. Un section internationale britannique, espagnole, italienne. Nous avons également un Bachibac espagnol et puis des sections européennes, espagnol, allemand, anglais et puis des langues vivantes un petit peu rares, voire même très rares dans l'académie puisque nous enseignons le japonais, nous enseignons le chinois, le polonais, le portugais notamment, entre autres. Donc vous voyez que ça fait une belle offre. Nous avons également ouvert l'année dernière une section européenne néerlandais également, qui fonctionne bien puisque nous travaillons pas mal avec les Pays-Bas, évidemment, nous sommes très proches des Pays-Bas. Ok, Bachibac, c'est une section internationale un petit peu spécifique ou là avec un accord spécifique Espagne-France uniquement. Tandis que le baccalauréat international, c'est le même format pour différents pays. Voilà, mais c'est très proche, les élèves choisissent en fonction de leurs affinités, il y a des programmes légèrement différents. Voilà. Mais donc nous avons plus de 40% de nos élèves qui soit sont dans des sections internationales, soit étudient des langues rares ou des sections européennes spécifiques. Donc ça donne
un mélange très, très, très agréable de ce quartier, qui est un quartier, donc l'île Sud, qui est un quartier qui accueille plutôt des élèves d'origine populaire, des familles qui voient dans la possibilité de cette ouverture internationale aussi des possibilités voilà, d'aller plus loin dans leurs études. Temps mort, 2 minutes, le temps qu'on passe, merci. Alors le lycée donc, a une architecture assez impressionnante. C'est donc cet ancien hôpital qui a été entièrement restructuré en 1992. Donc le lycée a fêté bientôt ses 30 ans. Et donc nous avons beaucoup d'espace verts et ça donne un environnement très agréable pour travailler. Voilà, donc là nous entrons dans la cour principale. Et là on voit mieux l'architecture du lycée avec l'ancienne entrée principale côté boulevard Montebello, qui est maintenant l'internat. Donc auparavant, à l'hôpital, c'était l'entrée principale qui faisait face à la cour principale et à la chapelle. Et donc nous avons 2 grandes ailes de chaque côté où sont les salles de cours, et puis des couloirs, des galeries suspendues. Donc ça donne un environnement qui est vraiment très, très agréable pour le travail. Bonjour. Donc ici, vous êtes devant ce qu'on appelle l'aile ouest, qui est le bâtiment qui abrite essentiellement les cours de sciences, avec les laboratoires de physique, chimie. Le lycée est à la fois un lycée international, donc très axé sur les langues, mais également un grand lycée scientifique. Nous avons une majorité de nos élèves qui à la fois sont dans des sections internationales et suivent des spécialités scientifiques. Donc c'est le bâtiment où on retrouve essentiellement les langues au rez-de-chaussée et ensuite maths, physique, SVT. Voilà, c'est un peu spécialisé dans ce domaine. Vous êtes rentré en rez-de-chaussée et là vous êtes en rez-de-jardin. Voilà, donc en plus on a des différences de niveau. Donc les élèves de seconde ont parfois un petit moment d'inquiétude en arrivant. Ils se disent on va jamais s'y retrouver, on va se perdre. Bon, en fait, on s'y fait, mais c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation. Mais vous voyez, nous avons d'assez belles pièces architecturales en fait, qui ont été modernisées. Alors le lycée a 30 ans, donc avec les agents du lycée, les agents régionaux, eh bien un petit peu à la fois, on rénove les couloirs, un peu à la fois, c'est un gros boulot parce que nous avons beaucoup de couloirs. Mais vous voyez par exemple ici, ça fait partie d'un des espaces récemment rénovés et bon, ça donne un petit peu de lumière et ça met en valeur le cachet des vieilles briques. Nous allons donc entrer au CDI. Bonjour. Voilà, donc il a fallu aménager un CDI dans ce qui était une ancienne chapelle. Ce n'était pas forcément évident. Donc il y a des escaliers un peu partout. On a le CDI donc sur 2 voire 3 étages avec des espaces de travail, des espaces documentaires et des élèves qui sont assez heureux d'y être. Il y a des petites salles de travail à l'étage pour y travailler en groupe. Alors vous avez là un endroit important, même si ça se voit pas là, actuellement il n'est pas ouvert, mais c'est le local du conseil de vie lycéenne et de la maison des lycéens. Donc, qui organise tout un tas d'activités au sein du lycée, notamment la prochaine activité, c'est le bal des terminales, le concert du club musique. Enfin, nous avons une bonne dizaine de clubs qui fonctionnent avec pas mal d'enthousiasme. Vous voyez, donc avec la publicité, un club échec, des clubs journal, vous avez le club également MON. Alors ça, c'est le modèle des Nations Unies. D'accord. C'est-à-dire que nous organisons, et cette année, ce sont nos élèves de bac international britannique qui ont, avec les élèves du lycée Wallon à Valenciennes, ont obtenu de la région l'hémicycle régional et sur 3 jours, ont organisé des débats en anglais sur le modèle des Nations Unies. Donc c'est quelque chose qui se fait parfois, souvent dans le supérieur, mais c'est vrai que là, ce sont des lycéens et ils sont entièrement organisateurs. C'est-à-dire que je me suis contentée d'écrire une fois à la région
pour solliciter l'autorisation, et ensuite ils ont tout organisé, de l'hébergement au débat, etc., avec l'aide de l'association des parents d'élèves, évidemment, mais c'est vraiment en autonomie. Bonjour Monsieur Ayad. C'est vraiment une grosse machine que les élèves ont fait tourner brillamment. Et là, nous avons ce qu'on appelle nos jardins suspendus. Donc en fait, nous sommes en réalité, il y a encore un sous-sol en dessous, mais nous essayons de les entretenir et de manière un petit peu punk. On appelle ça nos jardins punk. On les entretient, mais en laissant un petit peu de diversité, de variété. On laisse un peu pousser les herbes sauvages et ça donne un résultat qui est plutôt sympa. Alors, le lycée Montebello accueille 1450 élèves, 1455 je crois exactement, donc des étudiants de BTS également, commerce international et section support assistant manager. Nous avons essentiellement des élèves de lycée, c'est quand même la majorité de notre effectif, avec 14 classes de seconde, des premières générales, des premières technologiques STMG. À la fois donc, des élèves qui viennent du secteur, donc nous recrutons sur tous les collèges du secteur et environnants, donc du secteur du quartier de l'île Sud, et également donc, des élèves qui viennent, alors là pour le coup d'à peu près toute la métropole, mais aussi parfois toute l'académie, pour suivre nos sections internationales spécifiques, puisque nous sommes le seul lycée international des Hauts-de-France, étiqueté comme cela en tout cas. Et bon, pour cela, nous avons un internat, pas un très grand internat, mais un internat qui nous permet d'accueillir des élèves qui viennent de Dunkerque, de Maubeuge, etc. Donc les sections internationales, ce sont, puisque c'est le sujet qui vous intéresse plus particulièrement, ce sont des sections qui sont très exigeantes en termes de travail, mais qui sont très reconnues aussi dans Parcoursup, mais aussi pour tout l'enseignement supérieur. Et notamment, il faut savoir qu'un élève de section internationale a un bac qui est équivalent dans le pays de la section. C'est-à-dire qu'un élève de section internationale espagnole peut s'inscrire dans une université espagnole sans examen complémentaire. Même chose pour la section internationale italienne ou la section internationale britannique. C'est également reconnu aux États-Unis. Il peut arriver que parfois certaines universités américaines demandent un petit complément, mais voilà, c'est un diplôme de niveau international et qui permet d'attester d'un très très grand niveau de compétences en langue. J'accueille toujours les élèves de seconde à la rentrée en leur disant que j'espère ne pas les voir du tout, sauf 3 ans après pour les féliciter pour le bac. En général, c'est la meilleure méthode. Voilà, donc j'en rencontre quand même quelques-uns pour la mise en place de projets divers et variés. C'est très bien. Voilà. Eh bien, retour sur ce plateau. Alors du coup, après ce reportage, c'était pas un extrait vidéo là, je me suis fourvoyé les amis, pardon, désolé. C'était bien un reportage qui a été fait d'ailleurs par Mathéo. Mathéo qu'on salue, il est là sur le plateau. Et on peut l'applaudir d'ailleurs pour ce très beau reportage et pour votre lycée Montebello. Incroyable. Alors du coup, on est dans une ancienne chapelle en fait ici, l'espace CD ancienne chapelle. Est-ce que vous ressentez un petit peu l'âme de cette chapelle? Oui, le côté sacré de l'international. Non, ça c'est moi ça, mais pardon. Je plaisante bien sûr. Non, c'est très très cool, très très cool. On a justement Team DBZ sur le chat YouTube, le chat Twitch pardon, qui nous dit hâte d'y être l'année prochaine. Donc on a déjà quelqu'un qui vient l'année prochaine. Team, bien patience et on sera ravis de t'accueillir évidemment. Donc n'hésitez surtout pas d'ailleurs si vous êtes sur le live Twitch à poser vos questions sur le chat. J'ai la tablette, je vois ce que vous nous marquez et on y répondra évidemment avec grand plaisir. On va aussi poser des questions là en live sur le plateau. S'il y en a qui ont des questions, on y répondra tout à l'heure aussi. On va maintenant pouvoir passer à ce premier fameux extrait dont je vous parlais tout à l'heure et on y réagit juste après parce qu'on a des choses à dire sur ce sujet international. On regarde le premier extrait, si je dis pas de bêtises, c'est Ilona et on réagit tout de suite après. C'est parti. On a un professeur référent par université. Donc moi par exemple, j'avais ma professeure de linguistique qui était en contact avec l'université partenaire et en même temps avec nous et elle faisait aussi le lien. On a aussi, nous, un contact direct avec les relations internationales de l'Université de Haïti, mais on a aussi les relations internationales de l'Université de Lille. Donc, on a ces 3 entités en soi pour nous aider et je sais que j'ai envoyé beaucoup de mails pour justement avoir des renseignements parce qu'on ne va pas s'adresser à ces personnes de la même manière ou au même moment. Par exemple, au tout début des démarches, j'ai reçu beaucoup d'aide des relations internationales de l'Université de Lille, puisque c'était surtout elle qui gérait le dossier
pour demander. Après, c'était beaucoup plus avec ma professeure, puisque c'est elle qui avait... elle était habituée, ça faisait quelques années qu'elle gérait en fait les étudiants d'échange et elle nous a aussi mis en relation avec des étudiants qui étaient sur place. Donc on a pu aussi leur demander quelles étaient les choses où on devait vraiment faire attention, quels sont les problèmes qu'eux ont rencontrés pour qu'on n'ait pas les mêmes soucis. Et dans un troisième temps, quand il a fallu faire tout ce qui est démarche de visa, démarche de logement, etc., on a eu le contact avec les relations internationales de l'université japonaise. Et honnêtement, alors il y a le décalage horaire, mais ils répondent très vite, ils répondent à toutes les questions. J'ai envoyé vraiment beaucoup de mails et j'ai toujours eu des réponses très cordiales, très détaillées. On n'est pas tout seul. C'est sûr que parfois il y a des couacs d'information, de communication, mais tout est mis en œuvre au maximum pour qu'on ne soit pas lâché dans la nature et qu'il y ait un accompagnement. Alors intéressant cet extrait d'Ilona du coup. Alors elle a dit, le thème c'est On n'est pas tout seul, c'est une célèbre chanson d'un rappeur du Nord, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On n'est pas tout seul. Qui nous accompagne d'ailleurs sur ces projets, sur ces mises en place? Qui veut réagir en premier pour continuer d'expliquer ce que disait Ilona un petit peu dans la vidéo? Donc, du coup, pour faire suite, en effet, nous, aux relations internationales, que ce soit donc, à la direction centrale, mais également avec les collègues en composante, donc on accompagne les étudiants dès le début du projet. C'est-à-dire qu'on est là, en fait, pour qu'ils puissent choisir le pays, la destination, le moment de l'année ou le moment, en fait, pendant la formation où ils vont partir. Mais cet accompagnement, du coup, qu'Ilona a mentionné, il existe également dans l'université partenaire. C'est-à-dire qu'ils sont jamais seuls, comme elle l'a dit. Il y a un accompagnement avant, pendant et après la mobilité qu'on établit du coup nous aux relations internationales, mais qui part surtout en fait des collègues en composantes comme Thomas et d'autres composantes, écoles composantes à l'université qui accompagnent les étudiants d'une façon plus détaillée. En fait, c'est eux qui connaissent donc les accords qu'on a établis, à quel moment ils peuvent partir, la durée en fait de la mobilité. Donc c'est un accompagnement, on va dire, plus détaillé. Donc on le fait, c'est un travail du coup en binôme central composante. Ok, trop bien. Alors justement Thomas, j'ai vu tout à l'heure tu rigolais un petit peu, enfin tu rigolais. Ça t'a fait réagir quand Ilona a dit des fois il y a des petits couacs de mails ou d'informations on n'arrive pas trop à centraliser. Ouais. Mais bon, c'est vite réparé ça. Non, il y a du moment où il y a de l'humain, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir un couac. C'est normal. Mais par contre, ce qui est vrai dans cette vidéo, c'est que on n'est jamais seul. On ne laisse pas un étudiant partir en mobilité sans prendre... En fait, on est là au début du projet. On l'aide à construire le projet, à décider quelle destination. On lui explique les bourses disponibles, les aides financières, etc. Mais une fois qu'il part en mobilité, on maintient le contact avec l'étudiant, même pendant sa mobilité. Et des fois, il y a des petits problèmes, on est obligé d'agir. Effectivement, un étudiant tombe malade, ou il se casse une jambe, on doit le réimpatrier. On est là. Pendant le Covid, on a aidé les étudiants à revenir de leur pays, et parfois de très longues destinations, à revenir sur l'île. Et à la fin, on reprend le contact pour dire, voilà, faire le point, le bilan avec l'étudiant. On est là du début à la fin du projet. Et avec le partenaire, donc l'université partenaire qui accueille nos étudiants, qui eux aussi ont les mêmes principes que nous, c'est le bon accueil de l'étudiant et faire en sorte que la mobilité de l'étudiant se passe bien. Enfin, j'en doutais pas, mais c'est quand même très rassurant. David, tu confirmes du coup ce que nos camarades disent? Absolument, c'est l'un des points essentiels, c'est le fait que l'étudiant, l'élève dans le cas du lycée, n'est jamais seul, il est toujours accompagné. Et moi, il y a une chose qui m'a particulièrement intéressé, c'est le fait qu'on les accompagne systématiquement, mais qu'on ne les prive jamais de leur propre projet. Ce sont eux qui envoient les mails, ce sont eux qui sont en contact avec l'établissement partenaire, ce sont eux qui choisissent les matières dans lesquelles ils s'inscrivent, ils communiquent avec les familles d'accueil, avec l'université, l'établissement partenaire, et ça fait partie de leur propre processus de maturation, de leur propre prise en charge, de leur propre projet d'études et de réussite académique, toujours en étant accompagnés non seulement par les institutions qui les aident, mais aussi par une entité encore supérieure qui est le bureau Erasmus, sur lequel nous on peut également s'appuyer. Et donc il faut qu'ils sachent qu'ils sont parfaitement couverts, entourés et puis presque maternés, sans pour autant leur priver leur autonomie. Un peu comme une nounou quoi.
Plus qu'une À maman. peu près, oui. Je vois très bien. Alors justement, tu as répondu un petit peu à une question qui arrive suivant. C'est qui nous accompagne dans les démarches? Je parlais là de Erasmus, mais il n'y a pas que. Qui veut répondre en premier? David, si tu veux rester sur le sujet. Nous, dans les cas de lycée international Montebello, on a obtenu une accréditation Erasmus qui permet de financer tout un ensemble de projets à l'international, que ce soit en mobilité individuelle, un élève qui part pendant une courte durée de 3 à 4 jours jusqu'à 3 semaines, jusqu'à des mobilités de longue durée, 3, 4, 5, 6 mois même, ou même des mobilités collectives par des professeurs. Cette accréditation permet les mobilités des professeurs enseignants aussi, des professeurs de l'établissement, et nous sommes à tout moment accompagnés par un bureau Erasmus qui se trouve à Bordeaux, dans les cas de France, et qui nous accompagne dans toute démarche qu'on fait. Ok. Dans tous les cas, si le jeune a un besoin ou un sujet, vous êtes là pour y répondre et pour l'accompagner, j'ai bien compris, jusqu'au bout. Magnifique. Les amis, on va regarder un deuxième extrait, toujours avec Ilona. Alors d'ailleurs, dans le chat, il y a quelqu'un qui l'a reconnu et qui a dit oui, c'est une étudiante qui est justement au Japon en ce moment, et c'est tout à fait vrai. Ilona, elle est au Japon, donc c'est hyper intéressant qu'on l'ait là, nous, sur le live, alors qu'elle est au Japon actuellement, c'est trop drôle. Et c'est super sympa. Du coup, on regarde le deuxième extrait. Un professeur Bah voilà. Et ben on va réagir à cet extrait, du coup. Non, on va le lancer tout de suite. L'extrait, le deuxième extrait, c'est maintenant. J'avais ma professeure de linguistique. On a un professeur référent par université. Donc moi, par exemple, j'avais ma professeure de linguistique qui était c'est accessible à partir de la L1 et non en L0, puisque nous, en LLCR japonais, on a la L0. On peut postuler à partir de la L1 pour partir l'année suivante. Donc si on postule en L1, on part en L2, on part en L3, etc. On peut partir en master, mais j'ai entendu que c'était plus compliqué. Justement, le sujet, c'était à quel moment de mon parcours à l'MD je peux partir? Il y a plein de moments pour partir. Ok. En fait, c'est juste qu'il faut penser qu'il faut construire le projet. Donc la première année de licence, on ne laisse pas l'étudiant partir. Déjà, il faut que l'étudiant il s'adapte au milieu universitaire français. Mais pendant la première année, il peut déjà candidater. Là, actuellement, on fait la publicité auprès de nos étudiants, justement, les opportunités de mobilité, pour qu'ils candidatent maintenant, donc fin décembre, début janvier, pour partir en septembre 2025. Ok. Voilà. Et donc, à partir de la licence 2, ils peuvent commencer une mobilité jusqu'au master, la dernière année de master. Et après, au doctorat, bien sûr, il y a aussi des opportunités de mobilité, mais là, c'est en dehors de nos services, à nos facultés. Ok, il faut quand même bien l'anticiper, quoi. Après, il faut savoir que on fait la promotion donc, de la mobilité à partir de la deuxième année de licence, mais il y a certaines formations où la mobilité elle est, on va dire, disponible à partir de la troisième année, voire la première année de master. Donc ça dépend en fait de certaines formations. Donc c'est pour cela, en fait, encore une fois, il faut aller rencontrer les collègues des relations internationales dans la composante, dans la faculté, dans l'école composante, qui connaissent du coup la période, les échanges. Parfois, par exemple, on trouve des étudiants, comme le cas d'Ilona. Je parle japonais, je souhaite partir au Japon. Mais s'il n'y a pas d'accord dans votre composante avec le Japon, ou s'il n'y a pas d'accord avec l'Espagne ou avec l'Amérique latine, donc on ne va pas du coup inventer un accord. Donc c'est vraiment très cadré, on va dire, comme l'accompagnement, comme le choix en fait du pays, comme le moment en fait du départ. Et juste une petite précision, parce qu'on parlait beaucoup d'Erasmus. Mais on a le cas d'Ilona, par exemple, qui est au Japon. Donc, Erasmus, ce sont des mobilités seulement en Europe. Et il existe du coup des mobilités en dehors de l'Europe. Et donc, ça rentre dans d'autres types de coopération. Donc, d'autres programmes comme le VCI, par exemple, pour le Canada, ou ce qu'on appelle en fait des conventions avec un établissement ou un pays en particulier. Donc, bien préciser, parce que souvent, on a des étudiants qui me demandent « je veux faire un Erasmus au Canada ». Et bon, c'est pas l'Erasmus. Il y a d'autres possibilités, en effet, oui, tout à fait. Mais on ne s'adresse pas à Erasmus du coup pour ça. Tu as bien fait de le préciser parce que moi j'aurais cru que naïvement tout était géré par eux. Il y a du Erasmus hors Europe maintenant. Okay. C'est possible, mais pour l'instant, en tout cas le financement Erasmus, on le conserve pour les mobilités intra-européennes. Ok, intra-européenne pour l'instant. Ça marche. Merci pour ces éléments de réponse. On va regarder à nouveau Ilona, nouvel extrait, et on réagit juste après. C'est maintenant. Pour ce qui est du début des démarches, c'est généralement octobre, mi-octobre, voire même un peu plus tard, parce que je sais que le rendu du dossier, c'est vraiment au même moment que les partiels, et les partiels, c'est fin décembre. Donc ça a pu même commencer un peu plus tard, parfois les dates changent. Donc ça, c'est le premier dossier pour postuler.
Ensuite, une fois l'acceptation, on va dire que je l'ai su en mars, il me semble, plutôt dans ces eaux-là. Donc c'est assez tard, hein. On postule en décembre et on a la réponse en mars, ça fait un très long moment d'attente. Ensuite, alors là, ça dépend beaucoup des universités japonaises. Certaines vont vous contacter 2 semaines après et vont vous demander de rendre les papiers dans 1 semaine. D'autres vont vous contacter 1 mois et demi après, c'était mon cas, et vont vous dire, bon, bah, dans 1 mois, vous me rendez les papiers, et donc vont avoir des délais très grands. Donc là, pour le coup, ça dépend de où on postule. Mais en général, ça s'accélère à partir de avril, parce que, bah, comme j'ai dit, on a plusieurs choses à demander en même temps, et comme c'est des démarches qui prennent du temps, un visa, ça prend énormément de temps, il faut que tout soit prêt pour septembre. Généralement, on part... Alors moi, je sais que j'ai ma rentrée scolaire le 20 septembre, donc je dois être là-bas, disons, au mieux le 19 septembre. Donc on a vu que Lionel a plusieurs étapes, il faut quand même anticiper. Et du coup, quand commencer ces démarches? C'est ça la question qu'on se pose en fonction de son projet. À partir de quand on peut commencer? Une fois que l'étudiant est sélectionné, donc il a candidaté, il a été accepté, c'est là que ça commence. Ok. Et nous, en fait, Service Relations Internationales, on écrit à notre partenaire pour dire cet étudiant va venir début de l'année prochaine, l'année académique prochaine ou le semestre suivant. Et à partir de là, c'est dans les mains de l'université partenaire qui va prendre contact avec l'étudiant. Des fois, c'est vrai, ça va très vite selon les universités. Certaines, elles attendent quasiment la dernière minute pour contacter l'étudiant. Il y a un petit stress là au niveau de l'étudiant quand il ne reçoit pas son mail de l'université partenaire qui vient nous voir. Et là, on contacte l'université pour dire voilà, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et après, c'est effectivement, si on va hors Europe, il y a les questions des visas. Ça s'anticipe. Il faut quasiment déjà avoir le passeport au moment de la candidature pour nous. Parce que le temps de faire le passeport, le visa, ça va très vite. Ouais, ça peut rallonger le délai. Puis la recherche d'un logement. Il y a certaines universités qui proposent des logements universitaires aux étudiants internationaux, mais d'autres non. Donc ça s'anticipe. Donc c'est vraiment dès qu'on sait qu'on est sélectionné, on commence les démarches. Ok, dès qu'on sait qu'on est sélectionné, on commence les démarches. Et en termes d'étapes, David, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, les étapes du coup qui suivent derrière, une fois qu'on a candidaté et qu'on sait que c'est bon? Une fois qu'on a candidaté, ça veut dire que le projet il est déjà bien mûri. Moi, je dirais que les étapes commencent même avant de candidater. Le fait de poster sa candidature, c'est déjà un pas qui a été mûri, réfléchi. Il a, comment dirais-je, l'étudiant qui fait ça, il a envisagé son projet, il a réfléchi à l'université dans laquelle il veut y aller, dans quel pays il veut y aller. Et puis par la suite, les étapes... Ça dépend de chaque université, ça dépend de chaque pays, ça dépend de chaque établissement partenaire. Et il faut rester très au contact avec la personne qui suit pour pouvoir être guidé et puis reconduit à chaque fois. Ok, magnifique. On va regarder un nouvel extrait d'Ilona et puis on réagit après, juste après cet extrait. C'est parti. C'est assez stressant. Parce que du coup, les démarches ne s'arrêtent pas après la plateforme MoveOn. Il y a d'autres démarches pour la bourse, il y a d'autres démarches pour le logement, il y a des démarches qui sont qu'avec l'université d'accueil. Donc, par exemple, le visa, tout ce qui est la lettre d'acceptance, etc. Il y a beaucoup de mails qui vont être échangés avec l'université, par exemple, pour moi, du coup, de IT, en anglais et en japonais. Donc, il faut au moins maîtriser une des 2 langues. Du coup, je dirais que c'est un stress, surtout qu'on attend encore les réponses pour les logements. Donc, c'est tard, entre guillemets, si on veut pouvoir se projeter. Mais j'ai quand même hâte. J'ai hâte de partir 1 an et du coup de réaliser mon rêve en étant là-bas. Du coup, c'est en cours. Donc ça, c'est bien. C'est même pour Ilona, c'est en cours allié. Du coup, Alice, à quoi il faut penser justement après la première étape de base, on va dire, après ce qu'il fallait faire pour candidater? À quoi il faut penser rapidement pour la suite? Il a mentionné un truc très important, la question de la langue. On oublie souvent, on pense, oui, j'ai vécu ou je suis allée en vacances à Barcelone, c'est bon, je vais aller étudier en Espagne ou en Amérique latine. Les cours sont en espagnol, le pays, en fait, vous allez parler espagnol et souvent, en fait, vous prenez contact avec l'université partenaire et selon la formation, ils vont vous répondre peut-être à la langue du pays. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on ne prépare pas quand on est accepté. C'est une préparation qui vient en amont. Donc, on insiste beaucoup sur cette question, en fait, les questions linguistiques, parce qu'on a souvent des étudiants qui ont un très bon niveau, mais qui ne sont pas, en fait, on va dire, assez matures linguistiquement parlant, si on peut le dire.
Et donc, en fait, on les invite peut-être à décaler donc, la mobilité pour peut-être, au lieu de partir en deuxième année, peut-être en troisième année pour avoir un meilleur niveau. Donc, c'est vraiment, en fait, David a mentionné ça, c'est une préparation qui commence vraiment du moment de la candidature, parce qu'il faut penser, elle parlait aussi au logement, la question, en fait, peut-être que la vie sur place, elle coûte moins cher qu'en France, mais il faut prendre du coup en charge un billet d'avion pour sortir de l'Europe. Il y a la question, en fait, souvent des pays qui demandent une assurance maladie, la sécurité sociale, etc. Des choses qu'on connaît peut-être en France, mais qu'on ne sait pas, en fait, comment ça se passe à l'international. Donc, il y a aussi toute une question, en fait, de l'intérêt de l'étudiant pour ce projet, pas seulement, en fait, pour la mobilité en soi, les études, mais l'intérêt envers la culture, le pays d'accueil, ce que je peux faire sur place. Donc, il y a vraiment tout un dossier, on va dire, plus pédagogique, mais il y a également en fait l'intérêt, et ça on le voit dès le dépôt du dossier. On connaît des étudiants qui sont motivés, qui se sont renseignés sur le pays, sur la culture, qui connaissent très bien même l'université parfois, qui ont échangé même avec d'autres étudiants, parce qu'à l'université, donc on a la chance d'avoir 11 000 étudiants internationaux. Et donc en fait, ça donne déjà une certaine motivation pour ce choix en fait du pays. Et ça c'est important pour nous, ça c'est important pour l'université d'accueil. Donc c'est vraiment un tout. C'est pour ça que Thomas y mentionnait tout à l'heure, c'est un projet d'études et ce n'est pas seulement une mobilité pour aller voyager et découvrir un autre pays. Et c'est ça, c'est un projet à 360. Il faut pas juste penser au projet y aller, mais tout ce qu'il y a autour et à côté, c'est hyper important. Merci beaucoup, Arélis. Je vous propose qu'on regarde un nouvel extrait d'Ilona et puis on réagit juste après. L'échange, je le conseillerais à des personnes qui, déjà, ont un minimum d'autonomie, parce que c'est pas rien, les démarches sont parfois assez lourdes à faire. Souvent, le rendu de dossier, il est à peu près au même moment que les partiels, donc on a un double stress qu'il faut savoir gérer. Il faut aussi, ne pas avoir peur de demander, c'est-à-dire que quand on est timide, ça peut être assez compliqué. Je sais que moi, j'avais du mal à envoyer des mails à mes professeurs pour avoir les renseignements. Mais pour les démarches, il faut vraiment, vraiment envoyer des mails, se renseigner, chercher chaque information. Donc je le conseillerais vraiment à des personnes motivées, des personnes autonomes, des personnes qui savent dans quoi elles s'engagent, qui savent ce qu'est le poids de partir vivre 1 an à l'étranger dans un pays totalement différent du nôtre. Donc plutôt ce genre de profil. Ouais, donc on a vu avec Ilona un profil assez complet. Tu as un petit peu amorti d'ailleurs tout à l'heure le sujet avec des compétences linguistiques un peu plus poussées. Tu disais peut-être reculer le départ de deuxième année, troisième année pour avoir les bagages nécessaires pour se sentir à l'aise sur place. Mais justement, comme disait Ilona, quelle autre compétence il faut développer au mieux pour partir et avant de partir? C'est pas tant une compétence, mais elle l'a dit, c'est la motivation. L'étudiant, il doit être motivé parce que ça va l'engager vraiment. Il doit étudier sur place dans une autre langue. Nous, on demande toujours à nos étudiants d'avoir le niveau B2 dans le niveau la certification européenne des langues, donc de la langue de cours. Après, si les cours sont en anglais mais qu'ils sont en Suède, apprendre un peu le suédois, c'est quand même une compétence. Il faut pas mal. Se débrouiller pour acheter son lait, son ticket de métro, c'est important. Mais par contre, sur la question de la maturité, de toute façon, c'est la chose qu'on voit chez les étudiants qui sont partis. Quand ils viennent au bureau des relations internationales avant de partir, ils sont timides, ils ont peur, ça c'est normal, ils sont stressés, mais quand ils reviennent, ils sont matures. Ils ont gagné en autonomie parce que forcément ils se sont débrouillés sans papa, sans maman. Ils ont vécu 6 mois, 1 an sans aide habituelle. Ils ont dû ils sont matures. Là, clairement, c'est des étudiants qui ont changé, clairement. Ah, mais je pense qu'on va à la rencontre de soi-même aussi quand on fait ce genre d'expérience. Du coup, David, toi qui es professeur au lycée-là, à qui on pourrait conseiller justement de partir en voyage à l'international? Alors ici au lycée, on peut envisager des mobilités à l'international dès l'année de seconde. C'est d'ailleurs une année qui est très intéressante puisqu'il n'y a pas encore des examens à la fin de l'année à voir. En première, on a déjà un bac français qui est une première épreuve avec quelques spécialités. En terminale, c'est encore plus compliqué. Donc dès la seconde, comme on disait tout à l'heure, ça se prépare, ça se pense en amont. Et souvent, un élève de 3e n'a pas eu cette maturité, cette possibilité de penser à l'international et de pouvoir
partir en seconde. Donc pour moi, l'année idéale, c'est celle de première. On prend toute l'année de seconde pour réfléchir à son projet, pour parler avec les professeurs, pour envisager les différentes possibilités qu'il peut y avoir, quel lycée il peut intégrer, faire les démarches, se mentaliser aussi, discuter avec la famille. Ce n'est pas la même chose de partir quand on a 19, 20, 21 ans que quand on a 15 ans, 16 ans. Il y a la famille qui joue un rôle très important et fondamental, je dirais, puisque c'est un appui nécessaire pour des élèves qui sont un petit peu moins mûrs et qui vont vivre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois en dehors de la famille. Et si jamais cela ne peut pas se concrétiser en première, les premiers trimestres de terminale, c'est aussi un excellent moment pour partir. On peut partir, on peut retravailler ensuite au retour ses compétences et son programme terminal, affronter les bacs avec de grandes possibilités de réussite et même avoir mis un pied à l'international pour remettre ça dès qu'on arrivera à l'université. Ok, intéressant. Donc plutôt première ou premier trimestre de terminale. Première ou premier trimestre de terminale. Et si quelqu'un a la maturité suffisante ou bien une famille qui lui a mis, dès la seconde, c'est possible. Ok, excellent. Les amis, on va regarder un dernier extrait d'Ilona et puis on va réagir après avant de se quitter malheureusement. Et pour Ilona, ce sera son dernier passage sur ce live. C'est parti. Alors déjà, comme je l'ai dit, il y a la lettre de motivation parce que dedans, vous allez vraiment détailler votre projet professionnel et ces projets professionnels vont vraiment être déterminants. C'est-à-dire que quand on vous envoie au Japon, c'est pas seulement pour être là-bas et où je fais ma vie, c'est pour acquérir des compétences, en avoir une utilité et par la suite utiliser cette expérience. Donc, si vous prévoyez de faire un master ou de faire, je ne sais pas, d'autres études derrière ou même un métier, c'est à mettre dans la lettre de motivation et à mettre en avant. Pourquoi moi je dois partir au Japon? Donc, il y a ce premier élément. Ensuite, il y a les notes, même si je dirais que faut pas non plus avoir 17 de moyenne. Alors, il faut valider tous ces BCC, mais il n'y a pas besoin d'être dans les meilleurs. Faut pas non plus être dans les pires. Si on se situe dans l'entre-deux, on peut tout à fait être accepté. J'ai des personnes que je connais qui ont été acceptées, donc c'est possible. Un autre élément, c'est la participation. Je sais que c'est compliqué parfois de participer devant toute la promo, même si parfois on est en TD, s'il y a à peu près une trentaine de personnes, ça peut être compliqué. Mais le fait de montrer son assiduité en cours, de montrer qu'on est intéressé, de poser des questions, ne serait-ce qu'à la fin ou pendant le cours, mais en tout cas de ne pas être derrière, un peu en mode je suis caché et voilà, de fait de montrer qu'on est actif dans sa formation déjà en France et que du coup on sera actif dans sa formation au Japon. Ça peut être un élément décisif. Bon, on l'a vu là, on parlait plutôt candidature avec Ilona, donc là elle est beaucoup focus sur le Japon, mais c'est intéressant ce qu'elle dit, elle fait bien de le dire, oui, on ne va pas un voyage juste pour regarder des mangas One Piece et se goinfrer de ramen, non, il n'y a pas que ça non plus, c'est aussi un vrai projet étudiant. Qu'est-ce qui va compter du coup dans la candidature? On l'a vu un petit peu avec Ilona, de donner déjà quelques éléments, pas être dans les tops, mais pas être dans les pires non plus, être dans la moyenne quoi. Mais si on est dans les tops, c'est bien aussi. Après, les notes, c'est toujours assez relatif parce que ça change aussi d'un pays à l'autre. Par exemple, je parle de mon expérience professionnelle. Je suis venue en fait de mes études en France et dans mon pays d'origine, avoir un 15, un 16, même un 13, c'était très mal vu. Okay. Du coup, en Amérique latine, en fait, si on n'a pas 17 ou plus, on n'est pas même pas dans les bons. On est vraiment, enfin, on a cette idée d'être dans les meilleurs. Dans certains pays asiatiques, c'est vraiment en fait cette idée d'être dans les meilleurs, et c'est ça en fait qui est lié à la culture. Donc oui, en effet, le chiffre, en fait, le numéro, l'évaluation, que ce soit sur 20, sur 10, c'est vraiment très relatif. L'idée, nous, ce qu'on dit à nos étudiants, c'est qu'en effet, ils sont là pour profiter d'une expérience, pour améliorer un niveau des langues et ne pas en fait apprendre une langue, parce qu'il faut partir avec un certain niveau. Mais surtout en fait pour valider des crédits avec lesquels ils vont revenir pour avoir un diplôme, dans notre cas du coup à l'Université de Lille. Donc il faut en fait garder ça en tête. Ils sont là en fait pour faire la même chose qu'ils auraient pu faire ici à Lille, mais dans un autre cadre comme le Japon, comme l'Espagne, comme l'Italie. Mais donc avec cette idée ils sont là en fait pour réussir.
que ça soit avec un 13 ou avec un 19, ça va dépendre également du pays, de la formation. Il ne faut pas en fait se bloquer sur le fait, comme elle dit, en fait, d'être dans les meilleurs, mais non plus dans les pires. Mais avec l'idée en fait de profiter de l'expérience et d'avoir en fait de valoriser plus tard cette plus-value que c'est en fait partir à l'international. Ok. Tu disais, Thomas, c'est la motivation qui compte beaucoup, mais il y a quand même d'autres choses, au-delà des notes et la motivation dans la candidature, qui peut pousser en avant Non, mais- pour valider le projet? C'est vrai qu'on regarde quand même la corrélation entre la formation que suit l'étudiant et la formation qu'il veut suivre là-bas. Enfin, Ouais, si c'est tout à logique. coup j'ai un paléontologue qui veut suivre des cours de cuisine, ça m'intéresse pas, ça va pas être cohérent. Sauf s'il cuisine avec des os. Voilà, Mais, peut-être cuisine avec des en os de termes de dinosaures. spatule. Avec des os de dinosaures, je regarde mon vice-doyen qui est paléontologue. Mais non, mais un point peut-être que j'aimerais quand même insister, c'est vrai qu'on focus beaucoup sur les résultats. Moi, c'est pas l'important forcément des résultats. Moi, mon but, c'est que tout le monde puisse faire une mobilité. Les résultats, c'est juste pour nous assurer que l'étudiant va réussir là-bas. Je veux pas forcément envoyer que des bons étudiants à l'international. Je veux aussi que ceux qui sont un peu moyens, j'aime pas ce terme, mais qui ont des moins bons résultats, puissent aussi profiter d'une mobilité, peut-être plus en Europe. C'est un peu plus facile en Europe que hors Europe. Mais par contre, j'aimerais cette mobilité pour tous. Ça, c'est le but du programme Erasmus, c'est ouvrir la mobilité à tous. Et souvent, des étudiants un peu médiocres qui ont fait une mobilité à l'international, ils se révèlent à l'international et ils peuvent être meilleurs que les excellents chez nous après. Et ça, c'est mon mot d'ordre actuellement à la faculté. C'est trop bien. Il peut y avoir un déclic, du coup, grâce au voyage Complètement, et à l'expérience. complètement. Même trouver l'amour. Hein. C'est vrai? Ah oui, mais les bébés Erasmus, on en a plein. Ça sent le vécu? Non, pas moi. Ça, c'est pas moi. Je croyais qu'on était entré dans une confession intime. Allongez-vous, Thomas, c'est parti. Je prends ma tablette, je prends des notes. Il ne faut pas non plus que ce soit la motivation principale, hein, non plus. Oui, hein, non, voilà. Je vous on rappelle reste dans que un cadre pédagogique. Hein. Nous sommes entourés de 50 étudiants. Voilà. Calmez-vous, tout le monde. Merci, je vous vois venir. Non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Ça peut complètement déclencher des déclics et puis revenir d'autant plus fort. Et tu disais, oui, la médiocrité, mais il n'y a pas de médiocrité, c'est des compétences autres qu'on peut justement révéler grâce au voyage, grâce à l'expérience à l'international. Oui, hyper et intéressant. si je peux me permettre, Bien sûr. il y a aussi cette capacité à se révéler, l'effet de sortir d'un environnement qui nous a fait croire ou qui a fait croire l'étudiant qu'il ne pouvait pas être meilleur que ses camarades, que des promotions ou autre. Le fait de sortir d'un environnement qui les conditionne d'une certaine façon et de se retrouver dans un environnement nouveau est souvent un moteur. C'est souvent un moteur qui permet à l'étudiant, l'élève, de donner plus, de donner mieux, puis de revenir aux meilleures situations qu'il n'est parti. Oui. Excellent. Et de se redécouvrir aussi, ça c'est très très fort. Et pourquoi pas des bébés Erasmus, comme on le disait. Et ça, c'est la petite cherry on the cake, comme on dit. J'ai révisé mon anglais exprès pour ce live, puisqu'on est à l'international. On en a fini pour ce premier plateau, les amis. Alors, normalement, on a un micro qui doit se balader. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on a des questions là en live? Parce que sur le Twitch, en chat, on n'a pas de questions. Ça veut dire que vous avez été très clair. Et je tiens à vous en féliciter, vous remercier. Est-ce qu'on a des questions là sur le plateau? Pas de questions? Bah écoutez, c'est qu'on a été exceptionnel. Enfin, vous avez été exceptionnel, j'ai envie de vous dire. Toi aussi. Merci, c'est très gentil. Je vais partir à l'international, moi ça y est, je le sens. Les amis, je vais vous inviter à applaudir très très fort nos trois intervenants, Arélis, David et Thomas. Je vais vous libérer, les amis. On va regarder une petite vidéo. Donc là, ça va être un extrait. Pour le coup, là, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Je suis sûr de mes sources. C'est un extrait un retour d'un ambassadeur, du coup, Erasmus. Et puis, ça va nous permettre de changer de plateau. Et puis, j'aurai 3 nouvelles personnes à mes côtés. Et je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi. C'était très enrichissant. Merci pour votre bienveillance. Merci à toi pour Et on peut les l'invitation. applaudir encore Merci. très fort. Et Merci. on envoie la vidéo, les amis. Alors j'ai décidé de rejoindre le programme ambassadeur qui est proposé du coup par l'Université de Lille parce qu'en fait comme je trouve que c'est très important en fait d'encourager les étudiants qui souhaiteraient envisager une mobilité de le faire. C'est vrai que beaucoup de gens ont des questions, ils n'ont pas toujours les réponses à leurs questions, donc si on peut avoir ce contact avec les étudiants proches avec eux, d'être proche avec eux, d'avoir ce contact et d'être disponible pour eux, de pouvoir les inciter à faire leur mobilité, c'est vraiment que du positif. Je trouve qu'être ambassadeur, c'est vraiment une super tâche à accomplir parce qu'on peut transmettre notre passion au travers de divers formats, que ce soit un blog, des vidéos YouTube, des posts Instagram, bref, peu importe. Et si on peut leur donner cette soif de partir et de répondre à leurs questions, et si on peut les inciter à déposer leur dossier
et à vraiment profiter de cette mobilité après nous, après que notre tour soit terminé. Et bien franchement, je pense que j'aurai réussi mon rôle d'ambassadeur. Donc je le prends très à cœur et j'espère vraiment qu'un maximum de personnes seront encouragées à déposer leur dossier. Et on peut applaudir Hugo, notre ambassadeur Erasmus. Non, vous ne rêvez pas, vous êtes toujours bien sur le live Twitch d'À vous le sup. On a fait une transformation plateau incroyable, vous n'avez rien vu, bah c'est comme ça, on est des magiciens, et ça c'est grâce à la régie, on les remercie très fort. Je suis en présence d'Atika, qui m'a rejoint. Bonjour Atika. Bonjour. De Jeanne. Bonjour. Et d'Alix. Et bonjour. Alors je vais vous laisser vous présenter toutes les trois rapidement. Atika, dis-nous tout, le monde a envie de savoir qui es-tu, que fais-tu? Alors moi c'est Atika, j'ai 22 ans, je suis en master d'administration publique à l'université de Lille donc. Je suis là parce que j'ai fait un Erasmus à l'université de Grenade en Espagne au cours de ma licence. Et ça, c'est la petite sonnerie du lycée Montebello à Tourcoing pour vous dire, et je pique la blague de Fred, c'est l'heure du goûter. Et Fred m'a dit qu'il a pris des BN. Allez. Non, je plaisante, je t'ai coupé Atika, excuse-moi, reprends. Et donc j'ai fait mon Erasmus au cours de ma licence au semestre 5, donc c'est une mobilité en Espagne qui a duré 6 mois à l'université de Grenade et c'était génial. L'université de Grenade, stylé. Ok, trop cool, on y reviendra juste après. Merci d'être là, en tout cas, Atika, merci beaucoup. Merci. Jeanne, dis-nous tout. Qui es-tu, que fais-tu? Alors, moi, c'est Jeanne et je viens de terminer ma licence d'anglais. Et là, je pars en césure parce que j'ai envie de continuer à aller à l'international. Et je suis partie 4 mois à Galway, en Irlande, en Erasmus au semestre 5 aussi. Et c'était incroyable. Ok, in Ireland. So your English is very good. Better than mine, en tout cas. Voilà, parce que je parle pas un mot d'anglais, vous l'aurez compris, super. Jeanne, tu vas m'apprendre beaucoup de choses. Et on termine avec toi, Alix, dis-nous tout, que fais-tu, ou qu'as-tu fait, et puis qui es-tu? Alors, donc moi je suis Alix, je suis en terminale là en section italienne au lycée international Montebello, j'ai 18 ans et je suis partie donc fin seconde quand j'avais 16 ans faire une année d'échange scolaire, donc j'avais 10 mois. Enfin j'ai fait 10 mois en Sicile, voilà, donc dans une famille d'accueil et j'étais au lycée là-bas et j'étais voilà, de septembre à juillet en Sicile avec d'autres étudiants d'échange, etc. Et ensuite, j'ai pu réintégrer. Donc, j'étais dans un autre lycée de Lille. Et donc, après la Sicile, je suis venue ici pour continuer l'italien en redoublant, entre guillemets, mon année de première. Donc, voilà. Ok, excellent. Donc, en Sicile, du coup, chez l'habitant, c'est ça? Trop cool pour l'Erasmus. Toi, Atika, t'étais où du coup? T'étais aussi chez l'habitant ou t'étais dans ou t'avais un appartement, un studio? Alors j'étais en colocation donc avec des étudiantes Erasmus aussi. Ok. Et pour toi, Jeanne, du coup? Oui, pareil, aussi en colocation. Ok, en coloc aussi, trop cool. Donc toi, t'étais plus dans le cœur du coup des familles siciliennes pour le coup? Ouais, plutôt. Ok, trop bien, et bah c'est super. Alors on va justement parler de développement de compétences avec vous trois. Qu'est-ce que ça vous a permis, cette expérience Erasmus? On l'a vu un petit peu sur le plateau juste avant avec David, Thomas et Arélis. Qu'est-ce que ça vous a permis en termes de développement de compétences, cette expérience? On va commencer avec toi, Atika, si tu veux bien. Alors il y en a 2 qui me viennent en tête directement. D'abord des compétences linguistiques, évidemment, parce qu'on se retrouve dans un environnement où on doit très vite parler la langue de l'habitant. Donc dans mon cas, c'était l'espagnol. Et alors, il faut savoir que je suis arrivée avec un niveau plutôt A2-B1 parce que j'ai pas fait d'espagnol au lycée. Donc, j'ai étudié le truc en amont, mais sans vraiment être prête au moment du départ. Et donc, c'est une fois sur place que je me suis vraiment forcée à apprendre, à pratiquer encore et encore. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix quand on y est. Et donc, grâce à ça, j'ai pu ensuite passer un examen d'espagnol C1 que j'ai obtenu. Donc, d'un point de vue linguistique, autant en anglais qu'en espagnol, avec les autres étudiants, forcément, on ne peut que progresser. Et puis, la deuxième compétence qui me vient aussi directement en tête, c'est l'adaptation. Alors, le fait d'être en Erasmus, de se retrouver dans des situations parfois un peu incongrues, ça nous confère une espèce de faculté d'adaptation qui fait que, peu importe la situation, on sait qu'on va s'en sortir. Même dans les galères, on se dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» À la fin, on trouve toujours un moyen de s'en sortir. Et en ce sens, Erasmus, ça m'a vraiment aidé. Ça fait grandir, en fait. Tout simplement. Excellent, hyper intéressant. Donc le linguistique et puis l'adaptabilité. Ok. Pour toi, Alix, qu'est-ce que ça a développé du coup comme compétence? J'ai pas demandé votre âge. Toi, tu as 18 ans, Alix. Vous avez quel âge, Atika et Jeanne? 22.
22 Et 21. Oui, donc t'es un petit peu plus jeune que les autres. La petite. La petite, exactement. Je vais te chouchouter encore plus. Du coup, qu'est-ce que ça t'a permis de développer comme compétence? Alors, donc quand je suis arrivée, moi je ne connaissais pas un mot d'italien. C'est vrai? J'ai fait un peu de Duolingo, mais ça s'est arrêté là. Sachant que quand je suis arrivée dans la famille d'accueil aussi, j'ai appris qu'ils ne parlaient pas italien, ils parlaient le dialecte en fait, Oh, donc wow. qui ressemble plus à l'arabe. C'était assez amusant et ensuite à l'école apprendre l'italien. Donc c'était très particulier, mais donc Ouais, tu ça, m'étonnes. pareil sur l'adaptabilité, pardon. Là on se suit complètement. T'étais au top. Faut s'adapter. J'ai toujours été assez autonome, donc pour mes parents, ils n'avaient pas le droit de venir me voir, etc. Il y avait beaucoup de règles. Ok. C'était un encadrement qui était quand même assez rigoureux, mais qui nous laissait assez d'espace entre guillemets pour pouvoir vraiment vivre nous-mêmes toute la chose. Et ouais, le système entre guillemets sicilien dans les petites familles en Sicile, c'était fantastique. Bref, mais sur d'autres compétences en soi, linguistique, j'ai rencontré énormément de personnes et le côté, je me considérais déjà assez sociale, mais là je pense encore plus. Je parlais déjà anglais, mais là c'est une langue d'étudiant d'échange en fait. C'est-à-dire moyen anglais, très bon anglais ou pas du tout, alors espagnol, français, vraiment un sentiment de communauté extrêmement fort et que je perçois encore maintenant avec plein d'autres de mes amis que je sais que j'aurai pour très longtemps. Voilà. Trop cool. Donc ça, tu as réussi à conserver aussi cet aspect-là grâce à ton expérience Erasmus. Excellent, trop bien. Et pour toi, Jeanne, quelles sont les compétences que tu as pu développer grâce à ça? Les filles ont dit déjà plein de choses, Ouais. je suis totalement d'accord. Et moi, je dirais vraiment, on apprend beaucoup sur soi et on prend beaucoup de confiance aussi, comme il disait juste avant, on revient avec beaucoup de maturité, c'est vrai. Et aussi, niveau social, on rencontre énormément de gens. Et moi, pour les compétences, en fait, moi, je trouve que j'ai 3 piliers que j'adore suivre quand je pars à l'étranger. Ok. C'est saisir toutes les opportunités déjà, il faut toutes les prendre. Aussi, pousser les limites, y aller à fond. Et sortir de sa zone de confort, on apprend beaucoup avec ça. Bah écoute, tu me fais une parfaite transition pour le sujet suivant, parce que justement, une expérience personnelle très enrichissante. Et je vais vous demander, ça a été quoi, du coup, pour vous, en termes de contact aux cultures différentes donc, de celles qu'on peut connaître en France? Justement, cet aspect personnel que tu venais d'évoquer, qu'est-ce que ça a pu t'apporter en termes de découverte, ces différences culturelles? Déjà, découvrir la culture, moi en Irlande, c'était incroyable. La culture musicale, les paysages et tout ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est de vraiment rentrer dans cette culture pour, je sais pas, faire en sorte de se sentir même local, quoi. Je sais pas, j'ai des exemples personnels. D'aller, il y a beaucoup la culture des bars là-bas en Irlande. Bien sûr, des pubs, comme on dit. Voilà, des pubs. Et surtout de la musique traditionnelle. Et il faut vraiment rentrer dedans. C'est magique, quoi. Ouais, c'est une atmosphère, une expérience unique qui appartient au pays, quoi. Tu disais, au local. Voilà. Nickel. Alors toi, Alix, ça va peut-être être un peu plus parlant parce que tu me disais, tu as vécu dans la famille du coup sicilienne. Donc pareil, est-ce que ça a pu te permettre de toi te découvrir aussi à travers ça, à travers cette expérience, grâce à la culture locale et puis à l'échange que tu as pu vivre avec cette famille et l'Erasmus? Alors, moi, je suis partie avec le Rotary, mais Rotary, c'est ok. dans le même genre. Ok. Mais oui, sur moi, également, moi, dans ma famille d'accueil, ils travaillaient tous les jours. Voilà, c'est la classe moyenne ou juste, ils travaillaient, on rentrait. L'école aussi, je pense que ça a beaucoup changé et j'étais très contente de rentrer en France pour l'école, notamment alors que je me plaignais énormément avant. Mais oui, en rapport avec... Après, c'est un petit village, 40 000 habitants en Sicile, en soi, c'était quelque chose. Je pense les Siciliens en particulier sont extrêmement attachés à la tradition, qui n'est plus tellement entre guillemets notre cas, je pense, ou alors dans ma famille en tout cas. Et donc ça m'a permis vraiment de voir ce côté de génération et de transmission en fait de la culture qui est très importante et qui est là depuis très longtemps. Sur plein de choses, il y avait un carnaval qui est comme la chose principale de l'année dans ma ville.
manger les pâtes tous les jours. Bah, on va pas se mentir, bien sûr. Ouais. Mais sinon, sur moi-même, en tout cas, pouvoir justement découvrir tout ça et puis y aller avec les bras ouverts en disant voilà, c'est notre petite Française et ils m'ont vraiment pris comme une fille. Et donc, en fait, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur les traditions, sur le cycle un peu qu'ils adorent là-bas. Voilà. Excellent, trop bien. Et pour toi, Atika, du coup, en Espagne, qu'est-ce que ça a pu t'apporter, cette expérience culturelle? Alors c'est vrai que d'un point de vue culturel, l'Espagne, l'Andalousie, la région dans laquelle j'étais, c'est d'une richesse, mais absolument dingue. Déjà à l'échelle de Grenade, ma ville, on avait une espèce de culture des défilés militaires, mais pas que. Et donc ça, par rapport à la France, ça m'a fait une grosse différence, qui fait que j'ai pu vraiment m'imprégner d'abord de la culture de Grenade. Et puis par rapport à l'Andalousie en règle générale, c'est vraiment ce qui m'a tiré déjà même en avant de mon départ. C'est la culture arabe d'Andalousie, donc à travers l'Alhambra par exemple, que j'ai pu faire plusieurs fois et ça c'est vraiment un bijou d'architecture. Donc il y a eu ça d'une part, et d'autre part je dirais la nourriture. Enfin, la nourriture en Espagne est assez particulière. C'est quoi? C'est plus en mode tapas, ce genre de choses, ou là dans la région où tu étais complètement différent? Alors les tapas, oui, dans les bars bien sûr, mais même dans les supermarchés. Je me souviens que la première fois que j'ai voulu faire mes courses, je cherchais des produits spécifiques que j'avais l'habitude d'acheter en France, de consommer. Et là, je ne les retrouvais plus. Et je me suis dit, mais mince, comment je vais faire? Et puis ça force aussi à goûter des nouvelles choses, mais c'est normal au final. Et ouais, c'est super riche d'un point de vue gastronomique aussi. Enfin, je me souviens bon, ça, c'est pas un bon souvenir par contre, une espèce de gelée, de yaourt en forme de gelée. Et je me suis dit, mais je n'ai jamais vu ça ailleurs. Donc ma pote en a acheté. C'était très mauvais. Mais c'est une expérience. S'attendait à une chute qui venait contrebalancer? Non, c'était juste pas bon, quoi. Ouais, c'était pas beau et pas bon. Voilà, donc la gelée en Espagne, vous le savez maintenant, on oublie. J'ai bien retenu en tout cas, les amis, la nourriture et les pubs. Super. Donc pour Rotary Erasmus, non, il n'y a pas que ça évidemment. Justement, on a vu le point entre développement de compétences que ça peut vous apporter, plutôt l'expérience culturelle personnelle. Et le dernier thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est justement qu'est-ce que ça, selon vous, peut être comme réel atout professionnel, le fait d'avoir fait cette expérience à l'étranger. On va commencer avec toi, Alix, si ça te dérange pas. Avec plaisir. Alors, je pensais justement surtout au fait que quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de choses, et on en parlait, qui nous semblaient étranges, vu que juste on n'y est pas habitué. C'est une culture dans laquelle on arrive, mais c'est nous, l'étranger, entre guillemets, dans cet environnement qui, pour eux, tout est normal, etc. Donc on arrive complètement, enfin moi dans une famille d'accueil en tout cas, ils n'avaient jamais accueilli d'étrangers, donc surtout pendant 1 an. Donc c'est de la confiance qu'on doit leur donner tout de suite. Et ça, c'est assez particulier parce que c'est des inconnus. Et on leur fait un gros câlin à l'aéroport et ensuite, ils nous donnent un lit et voilà. Mais au final, ça s'est très bien passé. Mais donc, sur le cadre professionnel, justement, ce que ça a apporté, le côté, justement, s'adapter. Ça, c'est le plus grand facteur, je pense, parce que ça veut dire qu'on peut parler avec n'importe qui, de n'importe quel sujet, être extrêmement ouvert, justement, et comprendre, nuancer par rapport au point de vue de l'autre. Ensuite, sur les compétences linguistiques, maintenant je suis trilingue, j'ai pu intégrer une section internationale très reconnue et rencontrer des personnes de partout. Ça donne des contacts, mais ça, niveau professionnel, les contacts, c'est la clé. Et là, en avoir de partout dans le monde, c'est-à-dire que j'ai des amis en Taïwan qui me disent « mais viens », ou alors en Colombie, en Canada, ou juste à côté en Belgique, à Liège. Incroyable. Et voilà. Et rien que ça fait un réseau, et c'est très important que ça soit au niveau amical, mais aussi relations professionnelles. Donc voilà, surtout ça, et être très ouvert en fait, parce que maintenant, il y a plus trop cette peur, parce qu'on a vécu des choses. Enfin, moi, à 16 ans, par exemple, même si c'était en Sicile, c'était pas à l'autre bout du monde, mais ça reste quand même pas anodin. Donc voilà, ça m'a permis de complètement lâcher prise sur toute appréhension que j'avais, sur toute relation, échange, etc., que j'ai maintenant. Et voilà. Excellent. Ça t'a ouvert au monde, quoi, en fait. Trop bien. Excellent. Je vais continuer avec toi, du coup, si tu le veux bien, Atika. Sur le thème professionnel, qu'est-ce que tu penses que ça peut, est-ce que ça a pu t'apporter, peut-être, d'ailleurs, cette expérience? Alors ça, oui, évidemment. Déjà, en termes tu l'as dit, de langue, d'adaptation,
complètement. On est une espèce d'ouverture d'esprit qui fait que tout paraît moins difficile et plus accessible aussi. Les contacts, tu l'as dit également, je partage complètement ce que tu as dit, le fait de connaître des personnes qui sont à droite à gauche et qui viennent d'un background vraiment différent du nôtre et qui fait qu'on a cette capacité à aller vers les autres aussi de partout dans le monde beaucoup plus facilement. Quand je suis partie, j'étais en licence et donc à la fin de la licence, on doit candidater notamment en master. Et donc le fait d'avoir Erasmus dans son CV, ça nous donne un avantage que je trouve vraiment formidable parce que je sais que grâce à ça et en le mettant correctement en avant dans mes lettres de motivation, dans mon CV, etc., j'ai pu être admise dans des bons masters. Et donc ça, j'en étais très contente. Et ouais, non, c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie parce qu'après, quand on rencontre aussi, ça m'est arrivé dans le monde professionnel, des personnes à qui on dit « Ah, bah, j'ai fait Erasmus, ah, toi aussi !» Ok, ça crée un échange direct. Trop ouais, cool. Carrément. Et en ça, ouais, Erasmus, ça a été génial par rapport à ça. Trop bien. Eh ben, écoute, ça fait plaisir. Et pour toi, Jeanne, du coup, est-ce que, pareil, même question, est-ce que tu penses que ça peut développer des capacités pour le pro ou est-ce que ça t'a déjà permis de développer des capacités ? Oui, évidemment. Déjà, la capacité linguistique qui est hyper utile dans le monde professionnel. Après, moi, j'avoue que je suis super perdue dans le monde professionnel. Ok, ça arrive, ça écoute, m'a pas c'est aidé normal. à savoir ce que je voulais faire, en tout cas. À part repartir à l'étranger. C'est déjà bien. Voilà. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi de participer à beaucoup d'événements, de clubs à l'université. Ça ouvre sur d'autres compétences qu'on aimerait peut-être reproduire au retour. Et ouais, surtout le réseau, c'est vrai que c'est trop bien, quoi. De connaître plein de gens partout dans le monde, ça aide vraiment. Excellent. On a une question pour vous dans le chat qui est apparue. Je remercie Mathéo de me l'avoir signalé. Je vais quand même prendre son pseudo. Linkle96. Incroyable, n'est-ce pas ? C'est le pseudo de cette merveilleuse personne qui nous demande si les lycées qui accueillent sont-ils internationaux. Est-ce que c'était le cas pour vous ? Est-ce que c'était que local, du coup, si c'est italien, ou est-ce qu'il y avait aussi d'autres personnes à l'international, par exemple pour toi, Alix ? Alors pour moi, dans une petite ville de 40 000 habitants, il n'y a pas le lycée international, entre guillemets. Mais en fait, leur mode de fonctionnement au lycée est très différent. C'est-à-dire qu'il y a un lycée scientifique, un lycée linguistique. Et donc moi, c'était plutôt, vu que c'était pas avec Erasmus, avec le Rotary, c'est juste par rapport à des clubs qui sont en fait dans des villes et qui sont partout dans le monde. Okay. Et donc là, moi, j'ai juste dit Italie et ils m'ont placée dans ma petite ville en Sicile. Et je suis allée, donc, vu que c'est un système en fait de chaise tournante, c'est-à-dire que mes parents ont accueilli et ma famille d'accueil a envoyé son enfant donc en Finlande. Okay. Et donc moi, j'ai pris sa place, entre guillemets, au lycée. Mais donc ça n'a rien à voir avec quelque chose d'international. Puis ensuite, moi, j'ai pu être bougée au linguistique pour justement pouvoir avoir un peu de français, un peu d'anglais et non pas des maths en italien en arrivant. Donc voilà. Mais non, c'est pas forcément du tout des lycées internationaux. Ok, pas forcément. Eh ben, ça répond à la question. Magnifique. Merci à toutes les trois. Avant de vous laisser tranquille, je vais quand même vous demander de briller un peu, dire dans la langue Erasmus où vous étiez allé, au revoir à nos viewers et nos vieweuses, et puis bonne journée. Qui veut se lancer en premier ? En espagnol, Atika. Hasta luego. C'est tout ? Ça veut juste dire au revoir, ça ? J'ai pas fait beaucoup de langues, mais je sais quand même... Non, je plaisante, c'était très bien. L'irlandais, c'est un peu l'anglais, mais il y a quand même un accent spécifique. Le gaélique, mais je parle pas gaélique, mais bon, see you soon. See you soon, ok. Hasta luego, see you soon. Et du coup, en sicilien ? Poi arrivederci, quindi. Ciao a tutti. Arrivederci, ciao a tutti. Pizza quattro formaggio, pardon, n'importe quoi. Trop loin. Tu m'as donné faim tout à l'heure avec les pâtes et moi, faut pas me brancher sur la cuisine sicilienne, italienne, je déglingue tout. Les amis, on peut les applaudir très fort toutes les trois, s'il vous plaît. Atika, Jeanne et Alix, un immense merci d'avoir été avec moi. Bravo pour votre parcours et je vous souhaite que le meilleur pour la suite. On regarde à nouveau une petite vidéo et puis on se retrouve après pour notre dernier plateau. À tout de suite. Je m'appelle Élise, j'ai 21 ans et je suis née à Léquin. Alors, je suis partie en L3 à Georgia College and State University, en Géorgie, dans le sud des États-Unis.
Il y avait des sororités qui faisaient leur introduction des nouveaux membres en fait. Il y avait beaucoup de monde sur le campus, ça rigolait de partout, il y avait des cris, de la joie, des paillettes. C'était une première expérience plutôt sympathique. Ouais. Je pense que mon niveau d'anglais est beaucoup mieux, surtout au niveau de l'accent. J'ai appris beaucoup de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Il y a des expressions que mes amis utilisaient et je ne comprenais pas. Évidemment, ils sont là pour t'expliquer et du coup, j'ai appris énormément de choses que les gens utilisent quotidiennement, mais qu'on ne nous apprend pas dans un cadre académique en fait. Du coup, en partant dans le sud des États-Unis, j'avais un peu peur de rencontrer des chapeaux de cow-boy, des 4x4 et des gens avec leurs fusils dans la rue. Et il y a une partie de ça qui a été vraie. Les 4x4, c'est très vrai. Les chansons country, c'est très vrai. Au final, les gens sont ultra accueillants et j'ai adoré. Les Américains sont vraiment super accueillants. Il y a eu des fois où je marchais dans la rue et il y a des petites nanas qui sont venues et qui me disent « J'adore ta tenue ». Ils sont adorables. Dès que tu rencontres quelqu'un, c'est tout de suite, ils t'enlacent et tu fais partie de la famille. En France, on est vraiment très critique, on est très râleur. Alors qu'aux États-Unis, vraiment, il y a des moments où ça me faisait rire parce qu'en un rien, ils sont super heureux. C'est pour ça que je préférerais retourner là-bas. Profitez à fond, faites toutes les expériences que vous pouvez, voyagez beaucoup. Il y a énormément d'opportunités quand on est en mobilité, quand on est en Erasmus. Vous avez 1 an ou un semestre, donc mettez-le à profit. Ma mobilité en un mot, life-changing. La mobilité en un mot, life-changing, ça c'est beau. On est toujours au lycée Montebello à Lille. Est-ce qu'ils sont toujours là les étudiants ? Je les ai perdus un peu en cours de route. Est-ce qu'ils sont toujours là mes étudiants préférés ? Ok, c'est bon, je les ai retrouvés. Magnifique. Encore un changement de plateau. Le 3e, les amis. Merci encore d'être avec nous. Le live va bientôt toucher à sa fin, bien sûr, mais ce n'est pas tout à fait terminé. Je suis en présence de Sylvia et Sébastien. Je vais vous laisser vous présenter également. Sylvia Honorodam, bien sûr, je vais commencer avec toi. Dis-nous tout, qui es-tu et que fais-tu ? Oui, bonjour. Je m'appelle Sylvia Casado. Je suis enseignante en économie et gestion et je suis directrice d'un Master 1 qui s'appelle Management et Commerce International à l'Université de Lille. Ok, stylé. Et pour toi, Sébastien ? Alors, je suis le paléontologue mentionné tout à l'heure, qui ne cuisine pas les os. Très bien. Et en dehors de ça, donc, je suis vice-doyen relations internationales de la faculté et j'ai aussi pu participer au montage d'un master Erasmus Mundus, un master un peu particulier à l'international. Ok, magnifique. Ben, merci d'être avec moi sur ce plateau pour clôturer cette très belle session sur l'international. Alors justement, première question par rapport aux étudiants que vous avez pu avoir. Est-ce que vous avez eu un réel changement ? On en a un petit peu parlé tout au long de ce live, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue professoral. Est-ce que vous avez vu un changement d'attitude ou même de compétences ou de talent d'un étudiant qui est parti, qui se cherchait peut-être un petit peu avant de partir et qui, à son retour, était plutôt dans la lumière. Je vais commencer avec toi, Sylvia, si ça ne te dérange pas. Oui, alors moi, comme je dirige un master international, c'est particulièrement important que les étudiants aient une expérience à l'international. Donc effectivement, au moins 80% de mes étudiants sont partis en Erasmus ou en tout cas en mobilité internationale. Et puis les 20% des restants, ce sont des étudiants internationaux, en fait, qui viennent d'un autre pays. Et effectivement, il y a une très grande différence. Par rapport à l'étudiant de licence, c'est le jour et la nuit. Okay. Donc moi, souvent, ils partent en 3e année, effectivement, de leurs études supérieures. Et donc, ils arrivent en master en 4e année avec une mobilité qu'ils ont fait l'année précédente. Et on a parlé de la maturité. Donc ça, c'est certain, une maturité. On a parlé de l'autonomie. Je pense que ça, c'est super important. Ils prennent beaucoup d'autonomie et de confiance en soi. Donc ça, c'est aussi très important. Voilà. Donc après, évidemment, il y a les compétences classiques, compétences académiques, compétences linguistiques dont on a parlé, mais je dirais que les compétences émotionnelles, par exemple, l'empathie, la tolérance, l'ouverture d'esprit, c'est aussi super important. Ah oui, alors ça te paraissait un peu sous-jacent tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à aborder ces sujets, justement, tu disais l'empathie et puis ce qui peut suivre sur l'aspect plus émotionnel. C'est vrai que c'est quand même costaud comme expérience, donc il faut pouvoir encaisser et puis... Et ce sont en général des étudiants très enthousiastes. Okay. Ils reviennent remonter à bloc et du coup ça fait du bien, quoi. Parce que... On l'a vu tout à l'heure avec Atika, Jeanne et Alix. Dès qu'elles parlent de leur expérience, c'est vrai que ça s'illumine tout de suite sur le visage et j'avoue que ça donne envie.
Sébastien, est-ce que pour toi aussi tu as ce retour par rapport à l'expérience à l'international? Alors, je dirais que, on va forcément un peu synthétiser maintenant à ce moment-ci, l'étudiant revient aussi un petit peu avec ce qu'il est allé chercher. Il y a différentes motivations pour aller faire une mobilité. On a beaucoup insisté peut-être sur les mobilités d'enseignement. On peut faire aussi des mobilités de stage qui viennent apporter des compétences différentes et des chances différentes dans l'insertion. Et la mobilité, je voudrais revenir là-dessus, c'est vraiment une chance pour tous. Et ça fait partie, je pense, de tous les outils qu'on met en place à l'université pour la réussite de l'étudiant. Et donc, un étudiant peut aller chercher en mobilité, bien sûr, un apport culturel au sens le plus général. Il peut aussi aller chercher une culture pédagogique différente qui va lui permettre de s'épanouir, qui va lui permettre de se décoincer un petit peu et d'avoir plus de succès en fait quand il va revenir chez nous, parce qu'il aura beaucoup plus de confiance en soi. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi, je pense, cet aspect-là de bien avoir conscience que la mobilité, ce n'est pas que pour les étudiants excellents qui vont aller chercher l'excellence. La mobilité, c'est aussi pour des gens qui ont envie de trouver un autre système dans lequel ils seront mieux adaptés, peut-être, de s'épanouir, de se décoincer comme ça au niveau scolaire. Que puisse découvrir aussi à travers cette expérience. Ok, trop bien. Toujours de votre point de vue de professeur, comment ça se passe pour vous d'ailleurs d'être en contact avec ces jeunes qui partent à l'international, qui reviennent après, parce que ça doit quand même changer d'une classe plutôt classique, j'imagine. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que tout ce qui est l'accompagnement dont on parlait aussi sur le premier plateau, est-ce que vous le vivez du coup quotidiennement, ça? Alors l'accompagnement, oui, parce que nos étudiants, en tout cas mes étudiants en master, ils repartent. Ils vont repartir en mobilité. Il y a la possibilité de partir une première fois dans le premier cycle, donc la licence, et puis une deuxième fois en master. Donc ils en profitent largement. Donc effectivement, on les accompagne là-dessus. On a par exemple des doubles diplômes avec d'autres universités partenaires. En particulier, mon master a un double diplôme avec l'Inde, avec un institut qui est à Nagpur, au centre de l'Inde. Donc voilà, alors là, on les accompagne beaucoup parce que c'est vraiment encore l'aventure de partir en Inde. Et puis sinon, certains étudiants font le choix de partir... c'est une mobilité obligatoire pour un parcours en Asie. Donc ça peut être au Japon, en Chine ou au Vietnam. Donc oui, on a quotidiennement ce souci de les accompagner vers une mobilité supplémentaire. Ok. Pour toi aussi, Sébastien, du coup Alors, moi, j'ai une double expérience. Je suis à la fois responsable des études et aussi vice-doyen. Donc, nous, on les accompagne aussi en tant que vice-doyen ou vice-doyenne, avec l'équipe des Canals, les collègues, bien sûr, enseignants-chercheurs. On accompagne aussi pour mettre le cadre, les accords dont on parlait tout à l'heure, avec les partenaires, et essayer, justement, je reviens à mon fil rouge, essayer de mettre en place les différents types d'accords qui vont permettre à l'étudiant aussi de développer un parcours individualisé. Donc d'avoir des différents types d'accords pour aller en fonction de ce qu'on veut aller chercher, en fonction du type d'étudiant, pour que chacun réussisse sa mobilité au mieux. Ah oui, donc toi, tu es en plus dans le squelette avec ton statut de vice-doyen, de vraiment voir là les étapes dont on parlait tout à l'heure. Toi, tu les vis du coup quotidiennement. Tu es en échange du coup avec les autres écoles, les autres lycées internationaux pour pouvoir créer ces accords? Alors on est en échange avec les partenaires à l'international, bien sûr. On fait des salons, on fait tous les ans, par exemple, on revient avec les collègues de l'Université de Lille, on participe au Salon international des études. Là, cette année, c'était à Toulouse, où on a 7000 représentants d'universités au travers le monde. Et donc, on profite de ces moments-là pour pouvoir discuter, de pouvoir essayer de détecter justement des possibilités pour nos étudiants. Il faut toujours dans l'idée qu'il faut pouvoir donner à l'étudiant la chance d'avoir son parcours individualisé, son expérience qui lui permettra de s'épanouir. Excellent. Vous donnez pour les étudiants, c'est trop beau. Bravo. Petite question aussi qui me vient comme ça, parce qu'on parlait là de l'émotionnel pour les étudiants, mais vous, en tant qu'accompagnant, en tant que professeur, j'imagine que parfois le palpitant doit être mis à rude épreuve quand même, parce que quand on laisse partir un jeune, est-ce que ça arrive des fois qu'il se passe ce que les jeunes appelleraient des dingueries, mais des choses où, une fois arrivé sur place, voilà, je sais pas, un problème de visa, quelque chose, ou des complications auxquelles nous, on ne penserait pas comme à des mortels, et qui pour vous, c'est la routine, quoi. Ouais, effectivement, ça se passe... Enfin, là, on donne un tableau idyllique, mais il y a des difficultés. Alors donc, les étudiants, comme on l'a dit, peuvent partir soit en mobilité études, bon là c'est assez cadré, soit en mobilité stage. Là, c'est peut-être un petit peu moins cadré, donc il peut y avoir peut-être plus de surprises. Moi, je sais que j'envoie chaque année des étudiants en stage au Togo, donc en Afrique subsaharienne, où les conditions de vie sont très difficiles.
Et donc, certains étudiants ont du mal, en fait, à s'adapter. On a beau les prévenir à l'avance, voilà, il n'y a pas le confort voilà, occidental. C'est quand même une surprise assez difficile à gérer pour eux. Donc, en général, ça se passe bien, mais il y en a certains qui décident de rentrer. Et c'est pas grave. Ça arrive, c'est OK. Pas grave, Ouais, c'est OK. Complètement. Donc, voilà, on gère au cas par cas. Mais on est en contact permanent, évidemment, avec eux. C'est le plus important, c'est d'être en contact avec eux. C'est ce que j'allais dire, c'est le plus important, c'est ce qu'on disait aussi un petit peu sur le premier plateau qu'on a eu tout à l'heure, c'était vraiment on n'est pas tout seul, c'était ça le message d'Ilona. De toute façon, je passe des heures sur WhatsApp avec eux à discuter, hein, ça c'est sûr. Dès qu'il y a un problème, ils m'appellent et voilà, on discute, on voit comment faire et on gère le problème, quoi. C'est trop bien. Et puis c'est l'aventure en même temps. C'est une super aventure, c'est incroyable. Ouais, c'est trop beau. Trop bien. Je voudrais revenir avec toi, Sébastien, sur justement l'aspect, on a vu les deux différences dont on vient d'évoquer avec Sylvia aussi, sur l'Erasmus parcours scolaire et Erasmus stage. Mais je crois qu'on n'a pas encore trop abordé ce sujet. C'est quoi la différence du coup avec le stage? On disait que c'était peut-être un peu plus, je dirais pas libre, mais comment ça se passe du coup? Alors, le stage est par définition plus libre puisqu'on n'a pas besoin des accords dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'étudiant vient vraiment avec son projet, qui va discuter aussi là, de ce côté-là avec son encadrant pédagogique de la formation pour voir si les objectifs de son stage sont atteints en allant chez le partenaire à l'étranger. Et c'est aussi beaucoup plus libre puisque là, ça peut être aussi bien un stage dans une association à l'étranger, une entreprise, une université pour faire un stage recherche aussi à l'étranger. Et pour la recherche notamment, ça permet aussi d'augmenter son réseau, hein, ce qui est très important dans notre domaine. Donc, ils vont faire une étude assez particulière, chercher une technique peut-être aussi qui est plus développée dans un laboratoire. En sciences et technologies, ça se fait beaucoup, ça. On va chercher une spécificité technique ou de connaissances chez un partenaire pour faire son stage et rédiger ce qu'on appelle la thèse de master à l'international. C'est intéressant ça. Moi personnellement, je n'aurais pas pensé. Du coup, on a bien fait d'aborder le sujet. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. On a une question dans le chat, toujours de Lincoln96. Lincoln, merci d'être avec nous encore. Quels sont les pays généralement les plus accueillants ou dans lesquels il est le plus facile d'échanger? Déjà toute l'Europe, ça c'est sûr. Oui. L'Europe, ça y est, le programme Erasmus, il tourne depuis 30 ans plus. Donc, franchement, toute l'Europe est ouverte. Donc là, c'est facile. C'est facile, ça tourne, c'est connu. Après, les pays hors Europe, c'est un peu plus difficile. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu moins commun. Donc, c'est moins... Mais tous les pays... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Tous les pays d'Europe, ça roule. Ouais. Quel que soit le pays ou quelle que soit l'entreprise dans laquelle on peut aller, que ce soit un échange un peu plus institutionnel ou un stage, de toute façon, on va vers quelqu'un qui a signé un accord ou qui, à minima, a signé une convention et qui, donc, forcément, a une propension à accueillir des étudiants internationaux. Donc déjà, ça peut rassurer. Tout à fait. En général, ça se passe bien parce que de toute façon, on va chez des gens qui ont décidé d'accueillir des étudiants internationaux et qui sont ouverts aussi au changement, qui connaissent les difficultés des étudiants. On sait qu'il y a un petit moment de creux pendant le stage, pendant la mobilité. Il y a un moment, pas tout de suite, mais après quelques semaines, il y a un petit coup de mou. Les gens vers qui on va le savent et sont là pour accompagner aussi. Donc en général, ça passe très bien. Ouais, c'est un vrai échange. Donc rassure-toi, Lincoln, on ne vous envoie pas n'importe où non plus. Dans tous les cas, il y a des accords qui sont signés avant, que ce soit pour le stage ou pour le scolaire. Donc tout est cadré et ça évite d'envoyer justement un peu partout. Une nouvelle question aussi, toujours sur le chat. Peut-on rester vif dans le pays après l'échange? J'imagine que oui. Mais est-ce que c'est possible? C'est possible. En fait, par exemple, nous, on a un cas particulier où on envoie nos étudiants donc, en Asie, Japon, Chine ou Vietnam. Et à la suite de cette mobilité études, ils peuvent poursuivre par une mobilité stage. D'accord. Donc, ce semestre de mobilité études, ils peuvent le mettre à profit pour rechercher un stage. Et s'ils trouvent un stage, rester 6 mois de plus pour faire leur stage. Vivre, il va falloir trouver une opportunité de vie. Donc, oui, j'ai des étudiants qui repartent dans le pays où ils ont fait leur mobilité. Je pense au Japon, par exemple. J'ai quelques étudiants qui sont vraiment fans de Japon et qui sont repartis, alors en VIE, par exemple, un volontariat international en entreprise, puis avec un poste en entreprise. Donc, oui, ça arrive. Oui, bien sûr. Excellent. Toi aussi, tu as eu des expériences comme ça où les étudiants retournent vivre après, tellement ça s'est bien passé? Alors,
Ils retournent, en général, c'est des étudiants forcément qui ont une propension à refaire une mobilité. On disait tout à l'heure, des étudiants de lycées internationaux ont envie à l'université de refaire une mobilité. Et donc forcément, c'est des étudiants qui sont devenus très mobiles. Et donc en tant que jeunes professionnels aussi, ils vont avoir tendance à aller chercher à l'étranger, que ce soit dans le pays dans lequel ils ont fait leur première mobilité ou ailleurs. Et c'est l'intérêt aussi de la mobilité, justement, c'est que ça offre aussi beaucoup plus de perspectives à l'international. Ça ouvre les portes de l'international aussi pour le placement professionnel par la suite. Donc, l'un dans l'autre, oui, forcément, on a beaucoup d'étudiants qui repartent. Moi, j'ai eu des étudiants, oui, qui sont allés en Suède et maintenant, ils sont en Australie, par exemple. Donc, ça, c'est pas du tout la même chose, mais ils ont bougé une première fois. Ça leur a ouvert des portes. Ils ont pu être recrutés en Australie grâce à cette première mobilité. Donc, excellent. Et on va aborder une dernière question. Alors là, on va parler du sujet qui fâche un peu partout généralement, même s'il n'y a pas vraiment de raison. Mais au niveau prix, on nous demande si c'est abordable, Erasmus. Comment ça se passe pour ça d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a des programmes d'aide ? Alors oui, il y a des bourses, un peu, quasiment. Enfin, je pense que tous les étudiants qui font une mobilité sont aidés d'une façon ou d'une autre, hein, par les programmes Erasmus, par la région aussi, qui propose des aides, par le gouvernement. Donc il y a différentes portes auxquelles on peut aller taper pour avoir une aide. Je dirais que ce qui fait peur quelquefois aux étudiants, c'est qu'ils ne considèrent pas cette aide qui est donnée comme une aide, justement. Ça ne doit pas tout payer. Quand on est ici en France, moi je me nourris le midi, que je sois en France, en Belgique ou en Australie. Et ça, les étudiants quelquefois ont un peu peur de ça. C'est vraiment la somme qui permet de financer les surcoûts. Alors bien sûr, on a quelques étudiants, par exemple, si on peut donner un conseil, hein, typiquement des étudiants qui partent en master, mais qui gardent leur chambre ici. Si on part tout un semestre, voire une année, il vaut mieux libérer sa chambre ici, et comme ça voilà. Mais la plupart du temps, les frais sont couverts par les aides qui sont fournies. On a aussi à l'université des aides à la mobilité dans les parcours, les programmes qu'on a pu obtenir grâce à la reconnaissance de sites comme site d'excellence. Donc on a aussi des financements par ce biais-là pour envoyer nos étudiants à l'étranger. Donc il y a des tas d'aides. Et si on ne considère pas, encore une fois, cette aide comme devant tout financer, tous les frais, c'est largement suffisant. Okay. Moi, je l'ai utilisé aussi en tant qu'enseignant, puisque nous aussi, on peut faire des mobilités en tant qu'enseignant dans le programme Erasmus. Et c'est la même chose. C'est sûr que ce n'est pas un salaire que je touche, mais ça permet de compenser le surcoût de la mobilité. Excellent. Tu confirmes du coup, Sylvia ? Oui, c'est vrai. Surtout en Europe, la bourse est systématique, je dirais, enfin, sauf cas vraiment. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que certains pays, les États-Unis, le Japon, sont plus chers. Donc cela, il va falloir que l'étudiant anticipe. Donc on parlait du projet, ça fait partie du projet, qui travaille, qui mette un peu de côté parce qu'il aura quand même des dépenses supplémentaires, ça c'est certain. Ok. On a fait le tour les amis, je pense. Avant de se quitter, peut-être un petit mot chacun pour un petit conseil à donner ou qui contacter d'ailleurs si les jeunes qui nous regardent ont des questions, vers qui ils peuvent se tourner pour avoir des réponses, de plus amples réponses en tout cas sur ces sujets de mobilité internationale, Sylvia ? Alors, de toute façon, ça dépend du niveau où ils sont, mais il y a toujours un service de relations internationales. Et c'est eux qui sont les plus à même de renseigner là-dessus. Donc, il y aura toujours une information qui sera donnée sur les possibilités de partir à l'international. On pousse les étudiants qui ont envie de le faire à le faire. Vraiment, il y a un effort de fait pour expliquer, pour accompagner. Et voilà, donc partez. Il faut partir. Ça, c'est un bon conseil. Est-ce que tu en aurais aussi à nous donner, Sébastien ? Alors, c'est un peu différent d'une composante à une autre. Nous, on est organisé aussi en département. C'est une grosse composante, la faculté des sciences et des technologies. Donc, on a aussi des référents relations internationales dans les départements. Donc, vraiment, on a un réseau comme ça qui va jusqu'à l'étudiant. Et logiquement, dans le département dans lequel ils sont, ils peuvent aller taper à une porte. Il y a quelqu'un qui est là pour les conseiller et qui les renvoie éventuellement vers les relations internationales, vers Thomas, qu'on a vu tout à l'heure, s'il y a des points un peu plus précis à discuter. Donc oui, mais j'ai envie de dire, de toute façon, c'est quelque chose qui est bien établi maintenant. Donc le principal, c'est d'en parler. Tous les enseignants pourront ensuite aiguiller l'étudiant vers la bonne personne, quoi. Eh ben magnifique. Donc n'hésitez pas à en parler et partez, tout simplement. Un immense merci d'avoir été avec moi sur ce plateau, les amis. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort tous nos intervenants. C'est la fin de ce live. Merci au lycée Montebello Lille de nous avoir accueillis. Merci à toute la région, on les voit pas, les hommes et les femmes de l'ombre, mais merci à eux pour Avulsup qui organise tout cela de main de maître.
Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau live. N'oubliez pas de vous abonner les amis, bien sûr très important, sur la chaîne Twitch, le Instagram à vous le sup, la chaîne YouTube. Il faut y penser et ça nous fait plaisir. Et puis c'est surtout pour le plaisir de nous retrouver aussi également pour ces fabuleux lives de qualité comme on dit. C'est comme ça qu'on dit ? Ça fait pas trop boomer si je dis ça ? Ouais, il y en a qu'un, toi tu seras mon pote. Il y en a qu'un qui a validé le projet. Tous les autres m'ont fait pas ouf. Non, la boomer quand même, ok. Mais je retiens, Sweet Jaune, tu es mon crack. Je crois que c'est boomer aussi de dire ça d'ailleurs. Les amis, un immense merci. Faites du bruit pour vous, applaudissez-vous public, vous avez été incroyables. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Twitch à vous le sup. Salut tout le monde!